Mesdames et messieurs, bonjour. Si vous venez de nous rejoindre, bienvenue à vous sur le plateau spécial dédié aux échanges hebdomadaires du secrétaire général adjoint du gouvernement et porte-parole du gouvernement avec la presse nationale. Émission réalisée dans les locaux de Radio Cotonou, la 94.3. Au menu, les points saillants du Conseil des ministres du mercredi 20 novembre 2024 et autres sujets qui font la une de l'actualité au Bénin. Monsieur Wilfried Léandre Rumbedi, bonjour à vous. Bonjour, monsieur Naou. Vous êtes le secrétaire général adjoint du gouvernement et porte-parole du gouvernement. Nous vous remercions pour votre disponibilité pour ce plateau spécial. À la prise de vue, Patrice Bédia et Ghislain Agbangba qui va assurer, bien entendu, la diffusion de cette émission. Je suis Benjamin Honoré Naoum et c'est un plaisir pour moi de conduire cette émission avec Modeste Dokmegan de Radio Nationale. Bonjour Modeste. Bonjour monsieur Naoum, monsieur le secrétaire général adjoint, porte-parole du gouvernement, bonjour. Monsieur Dokmegan, bonjour. Voilà, nous allons y aller tout de suite par le sujet qui préoccupe beaucoup, c'est bien sûr le contenu du Conseil des ministres et surtout cette partie relative aux modalités d'obtention de la nationalité béninoise par reconnaissance aux afro-descendants. On est très avancé dans le processus, c'est un sujet qui a été abordé il y a bien longtemps, mais jusqu'à présent, beaucoup de Béninois se demandent encore pourquoi une telle initiative, qu'attend le gouvernement de ces afro-descendants, vu que nous nous adressons là à ces Béninois qui se posent encore cette question. Vous pourrez nous expliquer un peu ce qu'attend le gouvernement de cette initiative? La première des choses, je voudrais rassurer nos compatriotes qui s'interrogent encore de ce que les afro-descendants qui feront la démarche pour obtenir la nationalité béninoise par reconnaissance dans un premier temps et possiblement ensuite la nationalité béninoise à titre plein, ce ne sont pas des gens qui viendraient nous disputer nos boules d'acassa et nos bols de pâtes de maïs. Je veux rassurer là-dessus. Parce que quand vous regardez bien dans la dynamique... Mais ils mangeront quand même au Bénin. Ils mangeront au Bénin, ils mangeront béninois parce qu'ils ont les moyens de venir ici déjà. Ce n'est pas des gens qui viennent chercher de l'emploi. Ce n'est pas des gens qui viennent parce qu'ils n'auraient pas eu à manger chez eux où ils sont. C'est d'abord une décision que nous avons prise dans le but de permettre à ses frères et ses sœurs, ces personnes, de se reconnecter avec leurs origines. On sait tous quelles ont été les conséquences néfastes de la traite négrière. Des gens qui ont été arrachés de force à leur terre, esclavagisés, et qui, avec le temps, ont perdu tout contact, ont même perdu, on va dire, leur identité. Et ces personnes, quand vous avez l'occasion de les rencontrer, d'ailleurs, vous et moi en avons rencontré souvent dans le pays, par le passé, aujourd'hui encore, qui venaient juste en quête de ressourcement. Aller vers leurs origines, parce qu'on leur en a parlé, pour voir d'où est-ce que mes parents étaient partis. Donc, quand vous voyez ces personnes, elles expriment souvent leur déracinement et ce besoin de reconnexion avec leur terre d'origine. D'autres disent même, restituez-nous notre nationalité. Donc, il y a un problème global à régler en permettant à ces personnes de retrouver leur être à travers la reconnexion avec leurs sources. On le fait. Il ne s'agira pas seulement de permettre aux gens de venir en tourisme, venir, repartir. Maintenant, c'est leur permettre de se dire, oui, mes ancêtres sont partis de l'Afrique. Il y a une terre d'Afrique à laquelle je peux me rattacher parce que j'ai la possibilité d'obtenir facilement la nationalité. Et vous devinez bien que ces personnes, dans les pays où elles se trouvent aujourd'hui, ont une situation, font quelque chose. Et quand on fait ça, nous, on règle un problème historique, mais en même temps, on donne un grand coup d'accélérateur au tourisme mémoriel parce que ces personnes en sont une cible potentielle et viendront avec leurs amis, leurs parents. Et vous observerez que dans la démarche du gouvernement, oui, en offrant la possibilité d'obtenir... Une démarche que nous jugeons trop pressée.
Oh non, regardez par exemple, la loi a été votée depuis le 30 juillet 2024. On a connu des lois dans ce pays qui ont été votées, c'est 10 ans après qu'on a adopté des décrets d'application. Qu'est-ce qui presse fondamentalement sur ce dossier? Alors, si vous avez, M. Naoum, si vous avez des lois qui ont été votées que 10 ans après les décrets d'application n'avaient pas été pris, ça veut dire que l'État n'a pas bien fonctionné. Ou alors que la loi même qui avait été prise n'était pas si importante que ça. Et ce que vous dites là me donne l'occasion d'insister. Vous avez dû observer que dans le compte rendu du Conseil des ministres de mercredi, il y a une série de décrets d'application. Oui. Et 2 semaines plus tôt, il y avait également une série de décrets d'application, justement parce que, à l'épreuve, on a fait le constat qu'il y a des lois qui ont été votées depuis 10 ans, 20 ans, 15 ans, parfois un peu plus de 20 ans, et qui n'ont jamais eu de décret d'application. La conséquence, c'est que l'administration, elle ne tourne pas bien parce qu'elle n'a pas tous les outils pour appliquer les lois. Le président de la République, en voyant ça, a mis en place un comité ad hoc de juristes à qui on a donné un délai pour revisiter toutes les lois et rédiger tous les textes d'application, que ce soit les décrets ou les arrêtés. Et parfois, en interrogeant les lois, voire en même temps et signaler celles qui nécessiteraient une mise à jour. Donc, il y a au moins une centaine de décrets d'application élaborés. Et le chef de l'État lui-même est venu avec tout le gouvernement. On a fait des séminaires sur plusieurs semaines pour étudier ces décrets, les préadopter en attendant leur arrivée en Conseil des ministres. En fait, une façon de faciliter le processus pour l'adoption. Et c'est ça qui permet de voir, depuis ces derniers temps, les décrets d'application. Et d'autres viendront encore, parce que c'est ministère par ministère ou plusieurs ministères qui sont programmés à la fois. Donc, on n'est pas pressé. D'accord. Ne pensez pas du tout que nous allons trop vite. La prochaine étape, après ce qui vient d'être fait, ça va être de mettre en place une structure dédiée aux questions de nationalité globalement. Ici, aujourd'hui, quand vous devez faire un acte relatif à la nationalité, vous devez aller au tribunal, à Cotonou ou ailleurs. Donc, on va essayer de mettre en place une structure qui va pouvoir récupérer cette thématique et la gérer aussi bien pour les Béninois vivant au Bénin, ceux qui sont à l'étranger, et aussi pour demain, ceux qui feraient la demande, les afro-descendants qui feraient la demande. Et donc, cela viendra dans les jours qui arrivent. Est-ce que vous avez déjà des demandes sous la main? Je peux vous dire que l'intérêt est manifeste. Et il n'y a pas de jour, depuis qu'on a pris les textes, il n'y a pas de jour, des gens nous demandent, bon, comment on va faire, quand est-ce que ça va commencer? Parce que, regardez, Monsieur Naou, vous connaissez Stevie Wonder? Tout à fait. Je ne vous apprends rien, Stevie Wonder. Les Ghanéens, ils ont fait cette démarche avant nous. Stevie Wonder, il a pris la nationalité ghanéenne. Tout le monde connaît le pilote de Formule 1, Lewis Hamilton. Lewis Hamilton, sa généalogie, les tests ADN ont montré qu'il a des origines béninoises, notamment autour du plateau d'Abomey. Il a fait un séjour ici il y a 2 ou 3 mois. Il a fait un séjour, mais comme c'était une visite privée, on n'a pas voulu médiatiser nous. Mais ils ont laissé fuiter. Si demain, quelqu'un comme Lewis Hamilton anobli par la reine d'Angleterre, Elisabeth II, milliardaire sans doute en francs CFA, décide de prendre le passeport béninois. Donc c'est les milliards là que vous convoitez comme ça? Non. C'est pas ça. Non, ne tirez pas de conclusion hactive. D'accord. Décide de prendre le passeport béninois pour lui, pour ses enfants, ses descendants, et de venir passer ne serait-ce que 2 semaines dans l'année au Bénin. S'il vient au Bénin, ça va être rentable. Il va rester à l'hôtel, il va vivre, il va manger ici, il va se déplacer. Tout ça, en plus de lui redonner la fierté d'avoir une nationalité africaine, nous, il y a une plus-value que cela nous génère. Et ça, aucun pays ne refuserait de le faire. On a été proactif pour apporter une réponse à la problématique de ces personnes, qui est une problématique sérieuse, mais en même temps, on n'exclut pas que s'il y a de la plus-value que cela doit générer, que le pays puisse la capter parce qu'il aura eu le courage de poser cet acte historique. D'accord. On reste sur les décrets. Et vous avez parlé aussi des réfugiés et des apatrides. Il y a un décret aussi qui a été donc pour la commission nationale chargée des réfugiés et des apatrides. Est-ce que ce n'est pas de l'envahissement? Non, ça a toujours existé. Là, c'est une mise à jour. Il y a toujours eu, au Bénin, il y avait un bureau du HCR. Il y a au ministère de l'Intérieur une commission pluripartite, ministère de l'Intérieur, ministère de la Justice notamment, ministère des Affaires étrangères, qui siège pour étudier les dossiers de ces personnes. Donc, je vous ai dit qu'il y a une revue globale.
C'est ça qui justifie ce décret-là. Donc, c'est pas nouveau et c'est pas pour dire aux gens, vous pouvez venir au Bénin. Sans ça, aujourd'hui, vous savez que il y a des réfugiés au Bénin actuellement. D'accord. Des milliers de réfugiés. Oui. Et nous avons une tradition hospitalière qui fait que quand il y a des peuples ou des gens qui sont en difficulté particulière et qui ont besoin de se poser chez nous le temps que tout revienne à la normale chez eux, nous ne faisons pas prier pour leur accorder l'hospitalité. Et cela sans nuire aux intérêts des nationaux. D'accord. Voilà, j'ai bien envie de revenir sur le décret relatif aux afro-descendants, notamment sur le contenu de ce décret qui prévoit un certain nombre. Je vois là de la pédagogie. Le gouvernement a fait l'option d'une transmission ou d'une attribution progressive de cette nationalité. On parle de la nationalité d'abord par reconnaissance et ensuite de nationalité de plein droit. Ouais. Voilà, je voudrais bien comprendre les différentes étapes, le contenu de chaque étape et après l'aboutissement. Vous et moi, nous sommes des Béninois. Nés Béninois. Qu'on soit nés au Bénin ou ailleurs, aujourd'hui nous sommes des Béninois. Et nous avons les mêmes droits que tous les citoyens béninois qui sont à jour de leurs obligations vis-à-vis de l'État. Si demain il y a un concours dans la fonction publique qui nous intéresse, nous pouvons postuler. Si vous voulez être candidat à une élection et que vous n'avez pas été condamné par les tribunaux, vous pouvez le faire. Les afro-descendants qui vont acquérir la nationalité, on a dit dans un premier temps par reconnaissance, et pour rassurer encore une fois M. Ndamou, vous voyez qu'on est prudent, par reconnaissance. Ils auront, lorsqu'ils ont fait la demande, ils ont fait la preuve de leur afro-descendance, soit par test ADN, soit par les origines. Ils auront le passeport béninois à titre de béninois par reconnaissance. Cette étape-là, ce passeport, il est valable 3 ans. Et pendant ces 3 ans, ils ont l'obligation de venir séjourner au moins une fois au Bénin. Quelqu'un peut dire, moi je viens 3 jours, je viens 1 semaine, je viens 1 mois, je viens même 3 mois. Libre à lui. Vous savez qu'aujourd'hui déjà, on a exempté de visa tous les Africains, quel que soit leur pays d'origine. Je parle d'Africains, je ne parle pas d'Afro-descendants. Tous les Africains sont exemptés de visa. Donc, vous voyez, on est dans c'est quelque chose de logique et de cohérent que nous faisons. Donc, celui qui a son passeport, qui lui donne la nationalité béninoise par reconnaissance, il a le devoir, dans le délai de 3 ans, de venir séjourner au Bénin. S'il le fait, maintenant, il peut introduire sa demande pour être béninois plein. D'accord. Pendant qu'il est béninois par reconnaissance, il n'a pas les mêmes droits que vous. Non. Mais dès qu'il aura séjourné ici et qu'il aura introduit son dossier pour avoir la pleine nationalité, à partir de ce moment-là, il devient béninois comme nous. Et il a droit aux mêmes privilèges que nous en tant que béninois. Est-ce que vous finissez pourra voter? Si vous êtes béninois, aujourd'hui, dans la Constitution, depuis 90, les béninois naturalisés depuis 10 ans, ils peuvent être candidats à l'élection présidentielle. Tout à fait. Ils peuvent voter. Vous avez des binationaux, vous avez des gens qui sont devenus béninois par alliance et autres et qui votent. Donc, si demain ils sont béninois. Mais dans le cas provisoire, non. Non. D'accord. Exactement. Il ne peut pas voter, il ne peut pas être. Il ne peut pas dans la fonction publique. Exactement. Mais s'il a la pleine nationalité demain, donc il a les mêmes droits que tous les autres. D'accord. Alors, nous allons poursuivre. On a remarqué également qu'en Conseil des ministres, vous avez décidé de parler d'un formulaire type de questionnaire pour la célébration des mariages. Qu'est-ce que vous cherchez jusque-là? Non, c'est quelque chose qui existe déjà. Mais je vois que vous êtes passé, vous, devant le maire. Oui, il n'y a pas de problème. Vous n'avez pas rempli un questionnaire? Oui. On vous a posé des questions. Oui. Il y a un questionnaire, est-ce que vous avez fait les examens? Pourquoi vous ne laissez pas les maires gérer ça? Et c'est en Conseil des ministres que vous en débattez. S'il vous plaît. Oui. C'est organisé. D'accord. Ce qui a servi à célébrer votre mariage était déjà organisé par les tests. Je vous ai dit que c'est une revue. Il y a les décrets d'application des lois. Donc, un formulaire existe. En temps, une loi a été votée qui demande que ce soit mis à jour, le décret. C'est de ça qu'il s'agit. Et il n'y a rien de nouveau dedans. On s'est assuré que ce qui se fait est cohérent par rapport aux normes. C'est tout. Donc, formulaire type. Parce que beaucoup vous accusent de vouloir réinventer le Bénin. Oui, mais prenez le temps de lire et dites-leur qu'il n'y a rien de nouveau là. Et ceux qui disent ça, ils n'ont qu'à lire. Si déjà ils ont été au moins une fois devant le maire, ils savent très bien qu'on remplit un formulaire pour dire qui on est, fils de qui, fille de qui, est-ce qu'on a fait les examens prénuptiaux, est-ce qu'on s'est informé mutuellement. C'est exactement de ça qu'il s'agit. Il n'y a rien d'autre. Rien d'autre.
Et ce n'est pas le gouvernement qui célèbre les mariages. Ce sont les mairies. Ça, c'est des outils que nous mettons à la disposition, qui existaient, mais qui sont actualisés pour être à la disposition des officiers célébrant des mariages. D'accord. Allez, monsieur le secrétaire général, porte-parole du gouvernement, nous allons progresser, parler à présent de l'administration, la redynamisation de l'administration publique avec cette décision prise par le gouvernement d'injecter 709 milliards par l'entremise du ministère de la fonction publique et du travail. Tout à fait. Non, les affaires sociales. Vous voulez parler de la politique holistique du gouvernement en matière sociale? On veut parler du plan stratégique 2024-2028 du ministère du Travail et de la fonction publique. 709 milliards, c'est pas là. 709 milliards, c'est la politique sociale. C'est la politique sociale. Bien sûr. D'accord. Parce que M. Dompegan a évoqué 709 milliards. D'accord. 709 milliards, c'est la politique sociale que nous avons adoptée et son plan d'action pour 2024-2028. D'accord. Au niveau du ministère de la fonction publique, la finalité, comme vous le relevez vous-même, c'est de faire en sorte d'avoir une administration publique performante à la disposition des citoyens, des usagers. On a fait des efforts, beaucoup d'efforts depuis 2016. Avec beaucoup de dématérialisation, beaucoup aussi de retour du sérieux dans l'administration publique. Et nous voudrions que cette dynamique soit maintenue pour que le niveau de satisfaction que l'on atteint aujourd'hui soit amplifié afin que les citoyens aient de plus en plus des motifs d'être satisfaits de leur administration et de recourir à elle quand ils en ont besoin. Quand vous parlez bien entendu de 2024-2028, vous imaginez vraiment une administration moderne avec toutes les qualités que vous vendez là en 2028? Bien sûr, c'est une connaissant nos tares dans l'administration. C'est une projection. Oui. On a des tares que nous avons commencé à résorber progressivement. Chacun sait très bien qu'aujourd'hui, en 2024, l'administration béninoise n'est pas au même niveau où elle était en 2016. Et ce n'est pas seulement l'administration béninoise. Et tout le pays, nous avons fait des progrès remarquables dans différents domaines. Et chacun le voit, chacun le souligne. Est-ce que parce qu'on a commencé à faire ça, on va maintenant se croiser les bras et attendre pour dire, bon, ça a pris, observons. Non, on veut davantage pousser les gens à plus de performance parce qu'on sait que la vie aujourd'hui, c'est un challenge permanent. C'est faire en sorte que celui qui est satisfait aujourd'hui de l'administration, s'il y retourne dans 2 ans, dans 3 ans, qu'il soit davantage satisfait parce que les pratiques n'auraient pas chuté. On se serait contenté d'avoir atteint un niveau appréciable et on va baisser les bras, comme on dit, aller dormir sur nos lauriers. C'est ça qu'on veut éviter. Et le ministère a été instruit à proposer son plan d'action et le gouvernement dans son ensemble l'accompagne. Donc, là, c'est la preuve que vous-même déjà, au niveau du gouvernement, vous n'êtes pas satisfait. Mais nous voulons le meilleur en permanence. Nous, quand on fait un match de football et qu'on a la possibilité de gagner, de battre l'adversaire par 5-0, pourquoi on se contenterait de faire 2-0 et dire, bon, dans tous les cas, c'est 3 points. On sait qu'il y a le goal average qui peut compter si on est dans une compétition. Donc, on veut le meilleur. L'administration, elle performe de mieux en mieux, mais nous voudrions qu'elle soit encore plus performante. Vous voulez transformer qui? Les hommes ou bien les équipements ou les machines? Non, vous voyez très bien que notre société béninoise aujourd'hui, et je crois que cela, même les aveugles commencent à le voir, même les sourds commencent à en entendre parler. Chacun voit qu'il y a une dynamique sérieuse dans le pays. Évidemment que tout n'est pas rose, évidemment que tout n'est pas encore bien fait, mais nous sommes rassurés par les retours que nous avons, aussi bien de nos concitoyens que des observateurs étrangers, et nous voyons qu'il y a une dynamique positive qui se met en place. Et nous voudrions que cela s'amplifie. Donc, il ne s'agit pas de vouloir changer les hommes, de vouloir changer les machines. Nous voulons que notre société soit une société de performance, où les structures étatiques apportent de la satisfaction aux usagers et aux citoyens dans leur ensemble. D'accord. Alors, pendant qu'on y est, nous allons quand même parler un peu des 700 milliards. Peut-être, s'il vous plaît, peut-être pour approfondir cela, monsieur Naou. Oui. On parle de l'administration publique. Tout à fait. On parle du ministère du Travail. Il n'y a pas si longtemps au Bénin, parce que ça ne fait pas une éternité. Il n'y a pas si longtemps. La dernière fois, c'était encore en 2015. Si ce ministère organise un concours de recrutement, vous savez très bien que c'était les fraudes en permanence. Vous le savez. Oui. Aujourd'hui, ça n'est plus possible. Bien sûr. Ça n'est plus possible. Si quelqu'un le fait, vous connaissez, dites, et vous savez quelle est la suite, monsieur Naou. On a repris des concours ici au Bénin, juste parce qu'un sujet a été mal libellé dans une salle de composition, alors que le bon sujet a été administré dans d'autres salles. Voilà.
Si vous connaissez quelqu'un qui, à l'occasion de ces concours-là, organise encore la fraude ou bien peut vendre une place, oui, la personne sait ce qui va suivre. On voit les Béninois aujourd'hui qui disent, ah franchement, moi, je connais personne et je suis admis à ce concours et il y en a plein. Avant, c'était qu'il fallait avoir un parrain politique, il fallait payer sa réussite. Ça n'est plus le cas aujourd'hui. Et c'est la même administration publique qui performe. Est-ce que vous voudriez que dans 3 ans, maintenant même dans 2 ans, parce que dans 18 mois, M. Patrice Talon serait parti, que dans 2 ans déjà, le premier concours que le prochain président va faire, qu'on dise, bon, et vous êtes le cousin de M. Naoum, c'est un grand journaliste, vous connaissez M. Ungweji qui a été porte-parole du gouvernement, M. Dompega a sa fille qui va, bon, vous d'abord on vous donne vos places par rapport aux autres Béninois qui n'ont personne, mais qui sont peut-être les meilleurs. On ne voudrait pas que le pays retombe à cela, donner les mêmes chances à tout le monde, quel que soit le régime qui est en place, et que de génération en génération, ce soit une saine émulation qui favorise la mise en situation des meilleurs d'entre nous, parce que si vous avez une administration où ce sont les meilleurs, ceux qui travaillent bien, qui réussissent, ils vont vous donner de bonnes prestations. Avant, on n'avait pas, parce qu'on prenait ceux qui ne méritaient pas, on les mettait, et la conséquence, c'est qu'ils faisaient à minima, ou ils ne faisaient pas du tout ce pourquoi ils ont été recrutés. Ça a changé, et c'est la même administration qui est là, c'est le même pays, donc nous savons que c'est possible de changer, de sortir de nos travers. Et pourquoi vous focalisez l'attention sur le ministère du Travail? Il y a beaucoup de ministères, non? C'est pas une stigmatisation pour dire que chez vous, là, c'est pourri? C'est ce ministère qui organise les concours pour l'État, en lien avec les ministères demandeurs. Et on en parle parce que c'est le plan d'action, la politique de ce ministère dont on parle. Et c'est pour ça que je vous donne l'illustration, pour que vous voyez que oui, on fait du chemin. D'accord. Voilà. Merci. Je le disais tantôt, quand même parler des 709 milliards du ministère des Affaires sociales. On connaît ce ministère. On sait déjà dans quoi il intervient. Microcrédit aux femmes, microcrédit aux plus pauvres. Bissoké qui démarre incessamment. Les 709 milliards, c'est pour quoi d'autre? C'est pour de nouvelles choses ou c'est pour le renforcement de ce qui existe déjà? C'est pour l'action sociale du gouvernement, déjà, de l'État, même je vais dire, parce que vous voyez bien que elle va au-delà de 2026, donc la fin du mandat du président actuel, mais c'est pour tout ce que ce Pourquoi vous insistez sur ça? Bon, on va revenir là-dessus. Parce que après vous allez me dire, M. Naoum, parce que ça fait la deuxième fois que vous en parlez là. J'anticipe et je vous connais un peu quand même votre perspicacité, parce que vous allez dire, alors que le mandat finit en mai 2026, pourquoi vous faites un plan qui va au-delà de 2026? Parce que là, vous êtes allé même jusqu'à 2033. Parce que nous sommes ambitieux pour le Bénin. D'accord. Gérer un pays, c'est gérer aujourd'hui et c'est planifier demain. C'est faire en sorte que après soi, ce soit meilleur. Et c'est pour ça qu'il y a une base qui se met en place. Ceux qui viendront après, ils peuvent actualiser, ajuster en fonction de leurs priorités, mais ils savent que il y a une dorsale qui est en place, qui sert de boussole au pays, et quel que soit le régime qui vient, il doit pouvoir trouver une base solide sur laquelle il se pose et qui lui sert de rampe de lancement. Et là, il n'est plus face à une inconnue. C'est de ça qu'il s'agit. Donc vous êtes en train de consolider les bases. Nous faisons en sorte que demain, le Bénin se porte encore mieux qu'aujourd'hui. D'accord. Que quel que soit celui qui arrive, qu'il ne vienne pas dans un monde où il est pris au dépourvu parce qu'il n'y a pas eu de base solide. C'est ça, construire l'État. C'est ça, servir. Et faire en sorte qu'on règle les problèmes d'aujourd'hui. Ceux de demain qu'on peut régler, on les règle ou on anticipe. On crée les conditions les meilleures pour ceux qui vont arriver. Donc les 709 milliards, c'est pour un peu tout ça. Ce qui est déjà en cours, ce qui va venir, les transferts monétaires, vous avez parlé de Bessoké, pour autonomiser les gens, les sortir de la précarité, l'assurance maladie universelle, la prise en charge des pauvres extrêmes ou des pauvres non extrêmes, c'est un peu de tout ça, parce que 709 milliards, ça fait beaucoup d'argent. Mais vous sortez les milliards, mais les Béninois se portent... normalement, ça va être de mieux en mieux, mais les Béninois continuent de crier que ça ne va pas. Alors que vous mettez de l'argent dans le social. L'argent va où? Chez qui? Pour que nous, citoyens lambda, on n'arrive pas à capter ces ressources-là pour mieux se porter. Je suis sûr que d'une manière ou d'une autre, vous captez ces ressources. Je vous ai entendu dire tout à l'heure, M. Naoum, qu'il y avait tellement de chantiers ouverts dans la ville de Cotonou. Et j'ai envie de vous dire, pas que dans la ville de Cotonou. Ça, c'est une souffrance que vous nous imposez. Hein. Oh là là. Bon, c'est vrai qu'on casse les œufs pour pouvoir nous donner... de belles routes après, donc il n'y a pas de souci. Mais nous souffrons quand même pour ça. Les souffrances dont vous parlez, vous savez que dans les cas d'espèce,
ce sont les désagréments inhérents à ce type de travaux. On souffre un peu et une fois que les travaux sont livrés, chacun peut être satisfait. L'exemple type aujourd'hui, c'est la route des pêches entre Togben à Dunko et le carrefour Erevan, ou même si vous voulez, on peut prolonger jusqu'à la loterie. Entre Adunko et le carrefour Erevan, il y a quelques années, c'était que du sable. Disons que c'est comme une plage. Vous ne pouvez pas passer là avec votre voiture, sauf à avoir de grosses voitures. Pendant qu'on faisait les travaux, on a eu des désagréments. Mais aujourd'hui, tout le monde circule là librement et plus personne ne pense aux désagréments d'avant. Donc, ça va être la même chose. Il y a beaucoup de travaux, mais il faut aussi avoir le courage et l'honnêteté de dire que c'est absolument la première fois que dans notre pays, on voit autant de chantiers publics ouverts à la fois, ce qui veut dire que l'économie du pays se porte bien et que nous avons des ressources pour injecter dans le développement afin d'améliorer les conditions de vie de tout le monde. Et ça profite à chaque Béninois. Ça n'est pas parce que... Est-ce que trop de béton profite à chaque Béninois? Monsieur Naoum, et je veux laisser mon manteau de porte-parole de gouvernement. Pour parler en tant que citoyen. Laissez mon manteau de porte-parole du gouvernement pour dire, vous et moi, on a appris, et on nous a toujours appris que quand le bâtiment va, tout va, n'est-ce pas? On connaît la formule. Mais vous voyez le Bénin aujourd'hui, et vous avez le sentiment que le bâtiment ne va pas dans le Bénin? On voit beaucoup de béton. On voit beaucoup de béton, le bâtiment va. En plus, on dit que la route du développement passe par le développement de la route. C'est pour ça que, oui, on peut être d'accord pour dire qu'on ne mange pas la route, mais la route fait manger. Et toutes ces infrastructures ont une seule finalité, c'est faire en sorte que chacun de nous ait du mieux dans sa vie. J'aime à dire, les projets, les chantiers dont vous vous plaignez là, Monsieur Naoum, si vous êtes dans une rue, à Cotonou, ou Calavi, ou Porto-Novo, ou Parakou, qui est prise en compte par asphaltage, et qu'on doit vous mettre du goudron, c'est pas extraordinaire. Le gouvernement envoie le ministre du cadre de vie dans votre rue avec l'argent qui doit servir à faire cette rue et demande à tous les propriétaires de maisons de venir dans une assemblée générale. Et il leur dit, chers amis de la rue X, voilà, le gouvernement a mobilisé 2 milliards pour asphalter votre rue afin qu'elle soit propre, que les eaux ne stagnent plus. Mais nous avons décidé de vous faire une proposition. Cet argent, il peut servir à faire la route. Et dans 1 an, vous avez une belle rue. Mais il y a aussi la possibilité qu'on répartisse l'argent à toutes les maisons qui sont dans la rue. Quel choix vous pensez que vous allez faire? L'économiste dit 1 franc aujourd'hui vaut mieux que 100 francs demain. Donc, et vous n'avez pas tort. Donc, je suis sûr que une partie, je ne vais pas dire la plus grande, en tout cas une partie des propriétaires de maisons dirait, Monsieur le ministre, nous, si vous pouvez nous partager cet argent, c'est mieux pour nous. C'est mieux pour nous. Sauf que, quand vous aurez pris cet argent, 2 semaines après, 1 mois après, vous avez fini de dépenser. Et vos problèmes sont toujours là. Votre rue, elle est toujours dans son état. La première pluie va faire que vous aurez des inondations. Ensuite, vous aurez les moustiques. Quand la pluie est passée, vous avez la poussière. Donc, vous êtes dans l'insalubrité absolue. Vos motos, vos voitures vont avoir des problèmes de pneumatiques parce que les crevaisons, et il faut aller voir le vulgarisateur. Alors que, si vous projetez un instant en disant, c'est tentant de prendre cet argent et puis on va s'offrir 2, 3 semaines, 4 semaines de belle vie. Mais si on a de la patience et qu'on nous réalise cette route, on va souffrir 6 mois ou 8. Mais après, on a une belle route. La rue, elle est assainie. Il n'y a plus d'inondations. Il n'y a plus de mouches qui nous emmènent. Il n'y a plus de poussière. Et nous gagnons en qualité de vie et sur la durée. C'est ce qu'il se passe aujourd'hui. Mais qu'est-ce que vous dites aux riverains? Qu'est-ce que vous dites aux riverains? Parce que quand on lance des chantiers pareils, c'est des activités économiques qui sont paralysées. Alors il ne faut pas qu'on lance les chantiers. Non, je n'ai pas dit ça. J'ai dit, mais quelle est la mesure d'accompagnement? Toutes les rues. Oui. Regardez, sur le premier quinquennat, on a fait libération du domaine public et ça a créé tous les problèmes, on a entendu toutes les récriminations possibles. Depuis là, on n'a pas déguerpi quelqu'un, on n'a pas l'espace, mais les rues qui doivent être asphaltées, les gens le savent. Ils ont déjà été informés, sensibilisés. Ceux qui ont des boutiques sur l'espace public, on leur dit, rentrez dans vos maisons. Parce que personne ne fait asphaltage pour vous empêcher de faire votre commerce. Par contre, comme vous ne pouvez plus mettre la boutique sur le goudron, mais aménagez vos maisons de sorte à ce que vous ayez des boutiques et continuez à faire votre activité. C'est de ça qu'il s'agit. Quand vous parcourez nos rues, vous voyez très bien notre propension à faire nos boutiques sur
Le domaine public. Comme s'il y avait une excroissance de nos domaines à Sur nous les qui sont trottoirs. pourtant limités par les clôtures que nous-mêmes nous avons fixées et nous allons dans la rue. Une fois que c'est asphalté, vous comprenez que, mais là où vous étiez là, c'est pas chez vous, c'est chez l'État. Donc on n'empêche personne. Par contre, on demande de prendre des dispositions pour organiser autrement les activités. Alors, pendant qu'on y est, nous parlons de routes, de la reprise de certaines routes d'asphaltage. Mais en plus de l'asphaltage, nous constatons déjà le démarrage d'un projet annoncé en Conseil des ministres. Et je vous revois en train de l'annoncer il y a 2 ans déjà, environ 2 ans. C'est la reprise de la traversée de Cotonou qui a effectivement démarré. Mais à côté de cela, nous voyons également certaines places publiques, dont l'une entre-temps réfectionnée, qui s'apprête à subir une nouvelle cure de réfection. Vous parlez de la place des Martyrs, voilà. Et juste non loin de la place des Martyrs, vous avez le champ de foire, voilà. Le champ de foire côté nord. Voilà, qui sans doute vise à offrir une continuité avec le jardin, voilà, de la place de l'Amazone. Pourquoi? Est-ce que c'est toujours dans la reprise, le projet de la reprise de la traversée de Cotonou? Non, alors ça fait beaucoup. Vous avez même oublié de citer le PAPC, le programme d'assainissement pluvial de Cotonou. Tout ça parce qu'il y a une dynamique de requalification urbaine de la ville de Cotonou. Est-ce que Cotonou aujourd'hui n'est pas plus belle? Quand vous regardez les week-ends, vous qui bougez beaucoup là, avant, j'aime bien votre manière de dire ça. Cotonou plus belle. Avant, vous regardez oui. Les vendredis soirs, samedi matin du côté de l'ouest, vous allez voir la dynamique où les voitures sortaient de Cotonou pour aller notamment vers l'ouest. Aujourd'hui, vous avez beaucoup plus le mouvement inverse. Beaucoup de gens qui arrivent. Et quand ça arrive, c'est bon pour l'économie. On requalifie Cotonou. On veut qu'elle soit belle, on veut qu'elle soit attractive, on veut qu'elle soit propre. Et j'ai lancé un défi à quelqu'un hier, justement, j'ai dit, moi, vous pouvez circuler dans Cotonou, les rues asphaltées et tout ça, et à la fin de la journée, essayez de me ramener 5 sachets qui traînent au sol. 5. Monsieur Daoum, je vous lance le même défi. 5 sachets qui traînent au sol. Il y a quelques années en arrière, c'était foison. Et j'aurais perdu ce pari. Mais aujourd'hui, je suis en confiance parce que je sais que je ne le perdrai pas. Nous avons commencé à développer tous ensemble des attitudes positives et c'est ça que nous gagnerions à prolonger dans le temps pour que, au-delà de nous, ceux qui viennent après, ils aient un pays grand, un pays à la hauteur de leurs rêves et de leurs attentes. Et qu'est-ce qui n'a pas marché à la place du souvenir? Ça a été rouvert il y a, disons, 1 an et demi. Oui, mais il y a forcément à optimiser. Je n'ai pas le détail de ce projet-là. J'ai vu, comme vous, qu'il y a du travail qui va se faire. Et si le travail va se faire sur cet axe, comme les autres parties de l'axe que vous avez cité, autant que la deuxième moitié du champ de foire, le jardin qui est là, c'est forcément parce qu'il y a une dynamique globale autour. Ce qui a commencé depuis l'aéroport, là, on est en train de traiter. Ça, c'est dans la traversée de Cotonou. Et donc, il y a une dynamique globale parce qu'on voudrait qu'il y ait une présentation attractive. Le rêve de tout Béninois, c'est de voir, bien entendu, Cotonou un peu plus désengorgé. Et donc, le développement des villes qui cadrent un tant soit peu Cotonou, Calavi et autres. Mais vous êtes dans l'inverse. C'est pourquoi je me disais que... C'est pas vrai, monsieur Naoum. Je vous arrête tout de suite. C'est pas vrai. Et je vous explique, monsieur Naoum. Ça n'est pas vrai du tout. Laissez-moi poser la question quand même. Je comprends où vous en venez. Ça n'est pas vrai du tout. Je vous laisse la main. Ça n'est pas vrai du tout parce que autant nous traitons Cotonou, autant nous traitons Calavi pour la rendre attractive. Mais en plus, on a fait une cité ministérielle à Cotonou. Et nous sommes en train de finir une cité administrative centrale à Calavi. Parce que, effectivement, les matins, on voit le mouvement des gens qui viennent de Calavi vers Cotonou. Et le soir, on voit ceux qui sortent de Cotonou pour Calavi. Parce que c'est des travailleurs. Quand on va finir cette cité administrative dans Calavi, vous avez peut-être 2/3 des travailleurs qui font le mouvement le matin et le soir, qui vont rester sur Calavi et travailler là. Mais est-ce que les travaux au niveau justement de cette cité administrative... Ils évoluent très bien maintenant. Parce qu'on a eu l'impression entre-temps qu'il y avait il y a un peu plus d'1 an, près de 2, on a dû changer l'entreprise parce qu'on n'était pas satisfait du rythme auquel... Vous l'avez payé au moins d'abord? Comment? Vous l'avez payé? L'État a toujours payé. Ah bon? Bien sûr, l'État a Donc vous ne manquez pas d'argent? Si le pays manquait d'argent, il n'y aurait pas autant de chantiers, M. Naoum. D'accord. Les Béninois disent,
J'entends, vous l'avez dit aujourd'hui, j'ai déjà entendu d'autres dire, mais il y a tellement de chantiers dans le pays que c'est vrai, c'est la première fois qu'on a autant de chantiers publics ouverts à la fois dans le pays, et ça devrait rassurer tout Béninois, parce qu'il sait que son pays a les ressources désormais. Notre travail à nous, tous, nous permet d'avoir les ressources et de prendre en charge les questions de développement de notre pays sans attendre. Donc Cotonou sera désengagé. Sans attendre, absolument. Cotonou sera désengagé. La circulation sera fluidifiée. Aujourd'hui, on passe un peu à la vitesse supérieure en ce qui concerne l'échangeur de Godomé que nous réalisons avec la coopération nippone. Et tout ça, c'est pour permettre effectivement que dans Cotonou, Godomé ou Toyota, Carrefour Sika Toyota, que l'on puisse circuler librement, mais aussi que la ville soit aérée et attractive. Et oui, et dans cette dynamique-là de construction des autres cités du pays, nous avons constaté récemment, la semaine dernière, que la CIRAT était sur le terrain, notamment à Tiémé pour la route à Tiémé-Adjara de 70 km, à Dogbo 20 km entre Lalo et voilà, à Basila de Penesoulou justement à Séméré avec la bretelle à Lédio, voilà, à Karadé, frontière du Togo. Ces projets-là, est-ce qu'ils étaient inscrits dans le programme d'action du gouvernement? Bien sûr, inscrits, et puis ils ont été annoncés il y a plusieurs mois, le temps que les formalisations se fassent pour la contractualisation, que les entreprises mobilisent les équipements pour s'installer sur le chantier avant qu'on ne procède à leur lancement. Donc c'était bien prévu. Mais on se demande pourquoi attendre fin 2024 pour commencer par lancer tous ces travaux. On n'attend pas fin 2024, monsieur le Président. Les travaux, par exemple, que vous avez cités, toutes ces routes-là, on les a annoncés il y a peut-être 6 mois en arrière. La route Penesoulou-Séméré avait été annoncé déjà depuis 2016. Et ça n'avait pas été engagé, ça, c'était une promesse. En ce moment-là, maintenant les conditions sont remplies, les moyens mobilisés, la contractualisation effectuée pour qu'elle devienne une réalité. Et tout ce que vous avez lancé là, ça va finir quand? Ça va finir puisque les ressources sont mobilisées. Et les entreprises, non, on n'est pas pressé. L'objectif du président Talon, c'est pas forcément que tout soit achevé. Parce qu'il ne veut pas que ça soit bâclé. Ce qui doit être achevé avant le 3e dimanche de mai 2026 le sera. Ce qui n'aurait pas été achevé, à partir du moment où les ressources sont mobilisées, que les entreprises sont à pied d'œuvre, ça va se poursuivre et les suivants vont suivre pour que la qualité soit de mise. Parce qu'on l'a constaté pour d'autres gouvernements qui ont pris par là avant son arrivée. Dès qu'on va vers la fin, on bombarde de beaucoup de chantiers, on signe beaucoup d'accords et autres. Est-ce qu'on ne va pas tomber dans les mêmes pièges? Non, pourquoi? Aujourd'hui, notre État se gère mieux par la planification. Ça, c'est vous qui le dites. Un autre gouvernement va s'installer demain, va nous dire tout le contraire. Ça s'observe. Oui. Et il y a des actes qui sont posés. Vous avez vu des tests qu'on a pris. Donc, il y a beaucoup de planification. Parce qu'on ne veut pas que l'État soit géré à la petite semaine. Il faut planifier. Et c'est ce qui est fait, M. Naoum. Donc, nous, encore une fois, le président Talon ne cherche pas la gloire d'un moment. D'accord. Dire c'est moi qui ai lancé ceci, c'est moi qui ai fait cela. C'est pas ça. Parce qu'il veut être porté en triomphe. Il l'a dit. Et être porté en triomphe, c'est le résultat de ce qu'il fait, les réalisations qu'il fait, et parce qu'elles sont bien faites, les populations apprécient. D'accord. Alors, on a envie de vous interroger sur l'origine des fonds qu'on mobilise pour financer autant de projets. Pour les quelques-uns dont on connaît le montant, 70 milliards ou un peu plus sur la route Adjara à Tiémé, une 50aine de milliards au nord à Waké-Séméré, plus de 20 milliards sur la route de Bolalo, pour les quelques-uns dont on connaît les montants, pendant qu'on connaît l'environnement économique du Bénin avec le port qui un peu est perturbé avec la situation avec le Niger, qui ne vient plus vraiment vers le Bénin par ces derniers temps. Nous avons le Nigeria qui a fait une refonte entière de son économie et qui est vraiment un peu plus introverti, tourner un peu dos au Bénin. D'où viennent les fonds? C'est de la magie, le gouvernement fait de la magie, on a envie de le dire ainsi. Quand vous dites tout ça, M. Dompégan, vous devriez finir en félicitant le gouvernement d'avoir osé dès 2016 faire les réformes nécessaires et pertinentes pour engager la transformation structurelle de notre économie, lutter contre la corruption, les pertes, la dilapidation des ressources publiques.
Maintenant, vous rassurez de ce que, parce qu'on a fait toutes ces réformes, on mobilise davantage à l'intérieur les ressources qui doivent alimenter la caisse nationale. Celles qui restaient dans les poches des individus ou des politiciens restent davantage dans les caisses de l'État. Et parce qu'on fait ça, on mobilise plus et l'extérieur nous fait confiance. Donc, on peut aussi mobiliser à travers les prêts, à travers les financements concessionnels ou les appuis dont on dispose conjoncturellement de la part de certaines structures. Voilà autant de sources de mobilisation de ces ressources. Donc, il y a nos ressources propres, il y a les prêts et il y a les appuis. Vous reconnaissez que vous nous pressurez pour mobiliser les ressources. On ne vous pressurise pas, monsieur Naoum. Vous, par exemple, quelle est la taxe nouvelle ou l'impôt nouveau que vous payez, vous, que vous ne payez pas avant? Je ne suis pas sûr qu'il y en ait. La TVA, c'est demeuré à 18% depuis toujours. Si vous avez une entreprise qui paye le bénéfice industriel commercial, le BIC, le taux n'a pas augmenté. Par contre, si vous êtes une entreprise et que vous évoluez plus dans l'informel, c'est-à-dire que même quand vous êtes déclaré, vous faites un bilan, vous prenez la TVA, vous me vendez cette bouteille d'eau, il y a la TVA dessus 18%. Cette TVA est restée dans votre poche. Aujourd'hui, ce n'est plus possible. Parce que quand vous l'avez vendu normal, vous faites une facture normalisée, le DG Douane et le DG Impôt et ses services savent que vous avez vendu une bouteille et que vous devez reverser 18% de TVA. Et l'État, là où il y a son argent, il essaye d'aller le chercher. C'est ça qui a changé. Donc, c'est rien d'autre. Est-ce que vous demandez de rendre ce qui n'est pas à vous? Est-ce que c'est vous pressurisez ça? D'accord. C'est pourquoi vous voulez... C'est pourquoi vous voulez le proverbe. Il faut... élargir... Vous et moi, on a connu enfant et le jeu de devinette où on dit, il y a la phrase, il faut prendre les choses d'autrui. Et on disait d'enlever une seule lettre du verbe prendre pour avoir la bonne phrase. Et on enlevait le P et on dit il faut rendre. Donc rendez à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu. Donc c'est pour ça que vous voulez élargir l'assiette fiscale. Ça, c'est la justice. Pour aller chercher nos petites mamans qui sont dans les coins pour leur dire vous devez normalement vous révéler au service des impôts. Si vous ne comprenez pas, vous allez même décourager les Béninoises et les Béninois. Les mamans dont vous parlez aujourd'hui. Rassurez-les. Les mamans dont vous parlez aujourd'hui. Moi, je les entends. Il y a une maman retraitée de son état et à qui je rends hommage. Je ne la connais pas physiquement, mais j'ai entendu parler d'elle parce qu'il y avait des témoignages. Une maman qui s'est levée il y a 2 ou 3 ans pour dire je vais aller payer mes impôts. Et son ami à qui disait lui dit ah oui, mais ok, c'est une bonne chose, mais pourquoi? Et tu ne payais pas avant? Il dit non. Et maintenant, pourquoi? Elle dit oui, mais je vois maintenant ce qui se passe dans le pays. Je vois à quoi sert l'argent que l'État mobilise. Et comme elle, vous avez plein de gens. On les rencontre dans nos discussions. Oui, on voit aujourd'hui que le pays se transforme parce que nous mobilisons. Donc les gens sont plutôt déterminés et même décidés à apporter leur contribution. Et quand vous dites élargir l'assiette fiscale, ça c'est rétablir la justice. Si vous êtes 10 entreprises qui vendaient de l'eau minérale et autres produits sur lesquels l'État peut prendre la TVA et que vous faites vos déclarations normales, vous reversez la TVA, 2 autres font comme vous, mais qu'il y a 7 qui vendent et ne font pas, ils vous créent du tort, ils créent du tort à l'État. Or l'État dit vous ne pouvez pas faire la même activité que M. Naoum qui paye ses impôts et vous ne payez pas. Et vous ne payez pas, c'est la justice fiscale. Donc ce n'est pas fait supporter à un seul ou à un petit groupe l'ensemble de ce que nous devons payer, c'est faire participer tous ceux qui doivent contribuer afin que la base effectivement s'élargisse, mais qu'elle ne repose pas sur quelques-uns. Et derrière tout cet effort de mobilisation des ressources, nous avons une grosse machine dont on ne parle pas souvent, mais qui joue un très grand rôle, la caisse de dépôt et consignation. Oui. C'est pas les mêmes types de mobilisation. La caisse de dépôt et consignation, c'est toutes les ressources que nous mettons en dépôt ou en consignation auprès de telle administration ou telle autre lorsque nous allons faire une formalité ou bien acheter quelque chose. Avant, ça se gérait par ces différentes structures et parfois sans efficacité, mais aujourd'hui, cette caisse elle est là pour donner davantage de garanties et de sécurité à ces ressources. Donc vous puisez là pour les investissements? C'est des ressources qui peuvent servir utilement pour le développement, mais au moment où les ayants droit ou les propriétaires, pour ainsi dire, ont besoin de l'argent, la caisse le rend disponible. Vous êtes sûr? Forcément.
Il n'y a pas de souci. Forcément. On peut dormir si vous tranquille. êtes concerné, allez réclamer que vous allez voir. D'accord, je veux poursuivre avec vous sur le renforcement des mesures de sécurité en cette période des fêtes de fin d'année. Vous l'avez dit, opération menée donc bien entendu par les forces de sécurité publique sur la voie. Les tracks ont commencé ou bien vous ne voulez pas que j'utilise le mot track? Vous êtes libre de vos mots, monsieur Naoum. D'accord, vous choisissez quel mot? Non, posez votre question. Alors, comment voulez-vous nous sécuriser pour la fin de cette année? Déjà, on voit le pays dans sa globalité. Oui. Les spécialistes disent que l'insécurité zéro n'existe pas. Mais chacun peut voir depuis 2016 que nous avons fait des pas de géant en ce qui concerne la garantie de la sécurité des personnes et des biens. Pour autant, nous ne sommes pas dupes ou nous ne sommes pas amenés à nous contenter des résultats parce que nous savons qu'il y a toujours des actes d'incivisme ou de grand banditisme qui peuvent se poser. Et que généralement, la période des fêtes de fin d'année est propice à ce genre d'activité. Donc nous renforçons les mesures qui existent actuellement pour que sur le terrain, il y ait davantage de présence des forces de la police républicaine appuyées par des agents de l'armée. Et que les voitures qui permettent de parcourir le corridor, nos corridors, de faire les patrouilles, qu'on en mette davantage à la disposition des équipes pour cette période-là. Et donc, sur plusieurs semaines, avant et après les fêtes de fin d'année, cette opération, elle va se dérouler sur l'ensemble du territoire national pour que on prévienne autant que possible les actes de grand banditisme ou qu'on puisse les éviter le cas échéant. Alors, je voudrais savoir, est-ce que vous avez fixé au moins des limites aux agents de sécurité? C'est-à-dire on a connu des cas, des bavures, où on a poursuivi parce que quelqu'un peut-être a brûlé les feux ou bien on l'a sifflé, il ne s'est pas arrêté, on l'a poursuivi, les gens tombent, des accidents et autres. Est-ce que au moins vous avez mieux sensibilisé les agents de sécurité? Parce que dans l'opération port de casque, respect des règles de sécurité, il y a eu quelques dérives quand même. Est-ce que cette fois-ci, les choses vont se passer sur le plan professionnel? Bien, j'imaginais bien que vous allez évoquer l'opération de contrôle du respect des règles de la circulation à travers le port de casque notamment. Oui. À l'époque, il y a eu des dérives et lesquelles dérives ont fait l'objet de sanctions par la hiérarchie policière et par le ministère de l'Intérieur, le cas échéant. Le gouvernement a même été jusqu'à se pencher sur le sujet en Conseil des ministres et des directives ont été données. Déjà, en amont, pour éviter ce genre de problème, Monsieur Naoum, vous devez le savoir, les recrutements que nous faisons à la police républicaine depuis 2016, désormais, c'est le niveau bac. C'était le BPC avant 2016. D'accord. Maintenant, c'est le niveau bac, parce que nous considérons que plus la personne est éduquée, mieux elle est apte à comprendre et à prendre en charge ses responsabilités. Donc déjà, de ce premier point de vue, les agents eux-mêmes, ils savent qu'il y a des excès auxquels ils ne peuvent pas s'adonner. D'accord. Malheureusement, malgré ce niveau de qualification professionnelle exigé, il y a ces cas que vous évoquez, mais nous avons déjà sanctionné par le passé et il est clair que nous ne demandons à aucun agent de brimer nos concitoyens ou de violer leurs droits. Vous le feriez que vous serez appelé à en répondre, forcément. Et l'autre chose qu'il faut dire, à l'occasion, on le leur dit, leur hiérarchie aussi le leur dit. Dans tous les cas, aujourd'hui, vous ne pouvez pas considérer que vous allez commettre des abus et que cela va rester inconnu ou impuni. Nous sommes à l'ère des réseaux sociaux, le monde est ouvert. Pendant que vous faites ça, vous ne savez même pas s'il y a quelqu'un qui vous filme et après, c'est ça, vous allez vous retrouver sur les réseaux sociaux. Donc, il y a cette sensibilisation aussi qu'on leur fait. Et si, malgré cela, des cas arrivent, certes, on demande aux populations de leur donner l'égard et le respect qu'il faut, parce qu'ils nous représentent tous en mettant la tenue pour nous servir, mais en retour, la tenue qu'ils mettent, les outils de travail qu'ils ont, ne peuvent pas être des instruments pour brimer
les citoyens aient violé impunément leurs droits. D'accord. Donc on peut dormir tranquille sur ce cas. Vous pouvez dormir tranquille. Et s'il y a des abus malgré tout cela, vous les dénoncez. Les sanctions appropriées seront prononcées. D'accord. Est-ce que au moins vous prenez soin de ces hommes en uniforme? Après, s'il vous plaît. Après, il faut que chacun de nous leur donne le respect. Je vous raconte une anecdote. Il y a 3 semaines, je faisais mon sport un samedi matin autour de la plage. Invitez-nous à faire le sport avec vous. C'est ouvert à tout le monde. Ah bon? Je vous raconte parce qu'on parle de l'attitude à avoir. Je faisais le sport. Oui. Là où le bateau a échoué, le bateau qui trafiquait les produits pétroliers a échoué. Oui. Et je passe à côté. Il y avait 2 policiers. Je vous dis, par exemple, que depuis que c'est là, je ne me suis jamais rapproché. D'accord. Mais ce jour-là, en faisant mon sport, je dis, bon, je vais passer à côté et voir ce que c'est. Et il y avait 2 policiers. Il y a un jeune homme qui venait en sens inverse. Et nous 2, on est passés à côté. Un des policiers s'est levé et il nous a fait signe de venir. J'avais ma tenue, j'avais ma casquette. Et puis, on les a suivis. Le deuxième qui était assis nous demande, oui, pourquoi vous passez, qu'est-ce que vous faites? Le premier a dit, je fais du sport. Et bon, évidemment, quand vous nous voyez, vous savez qu'on fait le sport, on a des transpirés. Il dit, et vous? Je lui dis, moi aussi, c'est pareil. Et très poliment, il nous dit, bon, normalement, vous ne devez pas passer par là, et parce que c'est une zone à risque. Vous ne devriez pas. Ah, j'ai dit, moi, j'ai remercié, j'ai dit, c'est très bien. Maintenant, il y a quelque chose que vous pourriez faire d'autre. Parce qu'ils ont mis des balises, mais entre le navire et le début des chicanes, il y a un vide. J'ai dit, vous pouvez trouver aussi des cordes pour marquer depuis, afin que ça saute à l'œil et qu'on n'y passe plus. C'est à la voix que l'un d'eux m'a reconnu le personnage. Ah, mais après, ils ont insisté, ils ont pris mon numéro, ils m'ont écrit pour me dire, franchement, on voulait vous remercier parce que vous ne vous êtes pas comporté devant nous comme un chef, vous vous êtes comporté comme un citoyen et vous avez eu la bonne attitude pour écouter. J'ai dit, c'est ce qu'on vous demande. Vous aussi, vous faites votre boulot. Et on a le devoir, nous aussi. Imaginez par exemple que ce jour-là, je monte sur mes grands chevaux en disant, bon, je suis Fred Ongweji, le porte-parole du gouvernement, vous n'avez pas à m'interpeller. Quel exemple je donne à l'autre qu'ils ont interpellé? Non, et moi je crois que on est des citoyens, des serviteurs de l'État. D'accord. Le temps qu'on est là, et que d'autres arrivent à faire également leurs preuves. Ça ne nous donne pas plus de droits qu'à d'autres. Dans la circulation, on est assujetti aux mêmes règles. Dans la vie de tous les jours, comme citoyen, on est assujetti aux mêmes règles et on doit faire l'effort de donner l'exemple. D'accord. Ce bateau-là, j'en profite pour demander il y a une procédure judiciaire en cours. Il y a une procédure judiciaire. À la fin de la procédure, on saura quelles sont. Parce que j'ai appris que ça s'enfonce là. Il y a une procédure judiciaire et je sais que son démantèlement avait déjà été ordonné et les parties ont interjeté appel en contestant, donc parce qu'elles ne veulent pas qu'on démantèle. Donc une fois que la procédure judiciaire sera terminée, on saura quel est le sort qui lui sera réservé. D'accord, merci. Monsieur le secrétaire général adjoint porte-parole du gouvernement, nous allons parler santé en l'occurrence, pour ce qui concerne cette actualité qui s'est répandue sur la toile comme une traînée de poudre. La situation de l'hôpital de Ménotin. L'État a décidé de reprendre la main sur cet hôpital. Moi, personnellement, j'ai toujours eu l'impression que c'était un centre privé ou avait les allures d'un centre confessionnel. C'est à la faveur de cette affaire que je découvre que c'est quand même un centre public. On voudrait d'abord savoir quel est le régime administratif auquel est soumis ce centre et qu'est-ce qui pousse l'État à vouloir reprendre la main sur cet hôpital? Bien, comme vous, j'avais toujours pensé aussi que c'était un centre de santé qui appartenait à des particuliers ou en tout cas à une association plutôt qu'à l'État. Et c'est à l'occasion de cette communication introduite par le ministre de la Santé au gouvernement que nous avons compris le régime effectif de ce centre. Et malheureusement, avec tous les manquements que nous avons évoqués du fait du concessionnaire, et le gouvernement avait le devoir de jouer sa partition pour que les droits de l'État soient préservés. Lesquels droits commandent donc qu'on récupère ce centre qui a été construit sur un prêt de l'Association internationale de développement, 1992. Et si l'État a fait le choix en 1992 de confier la gestion à une association, peut-être parce que tout le monde se souvient
Bon, pas forcément vous, lui, oui. On peut se souvenir que au début des années 90, du fait de la banqueroute que l'État PRPB a connue, l'État lui-même, mais surtout ses partenaires, faisaient davantage confiance aux associations, aux ONG pour certaines activités. Cela avait d'ailleurs provoqué une inflation de création d'ONG dans le pays. Et je crois que quand on regarde l'année, le contexte, on peut envisager que c'était pour ça. L'État, donc sous le président Soglo, voulait certainement un peu plus d'efficacité et a décidé de confier. Mais après, sur la durée, on se rend compte que le concessionnaire n'a pas toujours rempli sa part du contrat. Et nous, on ne pouvait pas continuer à regarder ce qui appartient à l'État être géré de cette façon-là. C'est pour ça que le ministère a introduit sa communication et le gouvernement a validé pour que l'État reprenne la main. Et maintenant, il va y avoir une administration que le ministère va envoyer, parce qu'il faut savoir qu'aujourd'hui, avant cette décision, ce n'est pas le ministère qui gère, c'est l'association. Donc désormais, il y aura des responsables désignés par le ministère de la Santé et cet hôpital il va être géré comme l'ensemble des autres hôpitaux publics que nous avons dans le pays, avec davantage d'efficacité dans les soins que l'on donne aux populations, davantage de maîtrise aussi des pratiques, des coûts qui sont appliqués. Et vous menacez même, en cette veille de fin d'année, vous menacez les responsables de cette structure, parce qu'il y aurait même, on peut même poursuivre les gens. Oui, mais si vous avez commis des impairs, si les intérêts de l'État ont été piétinés, est-ce que ça n'est pas responsable de demander aux auteurs d'avoir à répondre de leurs actes? Donc nous avons dit que le dossier va être transmis, le rapport va être transmis au garde des Sceaux qui appréciera et décidera des poursuites éventuelles à engager contre les personnes qui seraient mises en cause. Et il paraît que vous êtes très fort, le gouvernement actuel, dans ces stratégies-là. Dès que quelque chose vous intéresse, vous arrivez quand même à trouver des zones d'ombre, mauvaise gouvernance et autres très rapidement pour pouvoir agir. Non, monsieur Naoum, il y a des gens qui peuvent penser ça, mais pas vous, pour le niveau pour le niveau qui est le vôtre et pour la pratique. Je vous dis ce que les gens pensent. Justement, mais vous devriez commencer à les sensibiliser, c'est ça, aux gens que ça ne se passe pas et que un gouvernement qui ne ferait pas ça serait plutôt un gouvernement irresponsable. D'accord. Si le gouvernement voit les intérêts de l'État bafoués, piétinés, mis à mal et ne réagit pas, ce gouvernement ne serait pas responsable. Et ce que nous faisons, c'est préserver les intérêts de l'État et in fine les intérêts de toutes les Béninoises et de tous les Béninois. On a fait un prêt. Ce prêt, c'est nous tous qui le payons. Donc, est-ce qu'il faut continuer à laisser ça là et ne pas savoir ce qui se passe? Non. Nous tendons vers la fin. On va aborder très rapidement quelques sujets d'actualité avant de vous laisser partir. Je vais attaquer rapidement pour la première question. À quelle sauce vous voulez manger le général Louis-Philippe Omoundeyan? Je ne comprends pas. C'est pas un morceau d'Akassa ou c'est pas un morceau... Mais vous l'avez déjà récupéré. Il est au Niouf. Qu'est-ce que vous allez faire de lui? Qui l'a récupéré? On a une justice qui fonctionne. On a une police qui fonctionne. Qui a porté plainte? L'État fonctionne. Vous pouvez aller à la police. Vous pouvez aller auprès de la justice pour savoir. D'accord. Et d'ailleurs, je crois qu'il a été récupéré, comme vous dites. Il y a eu une procédure judiciaire qui est ouverte. Il me semble qu'il a comparu, il est passé devant le procureur, qui lui a notifié les charges qui pèsent contre lui. Et puis, il va avoir à répondre. C'est un juriste d'abord, c'est un policier. Donc, il sait très bien. La procédure va se Il sait très bien, en âme et conscience, s'il a commis des infractions et quelles sont les réponses que la société réserve à ces infractions. Est-ce que vous faites partie de ceux qui disent que, le général a fait le con? Il a pris des risques pour rien, c'est ça? Moi, je ne dirais pas ça. Chacun assume et ses propos, ses actes. Moi, je suis porte-parole du gouvernement. Je me fais insulter tous les jours sur les réseaux parce que je viens expliquer ce que le gouvernement fait. Donc, j'ai fait le choix. J'ai fait le choix d'être d'accepter la mission qu'on m'a confiée. Et j'essaye d'être à la hauteur, mais je me fais insulter tous les jours, n'est-ce pas? C'est la conséquence du boulot que je fais aujourd'hui. D'accord. Donc, lorsque vous acceptez de poser un acte, vous devez accepter en retour ce qui va avec, en bien ou en mal. D'accord. Bon, donc monsieur Omoundeyan, il a posé des actes en âme et conscience et il doit pouvoir être prêt à en répondre. Le reste ne m'appartient pas. D'accord.
Et donc, pour finir, hein, est-ce que finalement, le professeur Joël Aïvo, vous allez finalement le libérer? Parce qu'il y a 140 enseignants qui ont écrit, on a eu la nouvelle cette semaine, Oui. qu'ils ont écrit au chef de l'État pour demander donc la libération de Louis-Philippe, non, de Joël Aïvo, le professeur Joël Aïvo. Monsieur Aïvo, pour quelle Oui. raison? Non, mais il est en prison. Oui, ils ont demandé sa libération pour quelle raison? C'est un professeur qui doit donner les cours, mais C'est- vous l'avez gardé au chaud c'est- quelque part. Il sera libéré un jour, c'est sûr. Il sera libéré un jour. Mais c'est sûr, monsieur Naoum. Donc, C'est vous sûr. n'avez pas d'oreille pour ça. Est-ce qu'il n'y a pas Monsieur- possibilité d'une monsieur mesure de Monsieur grâce Aïvo, exceptionnelle à qui son est profit? notre ami, notre frère, C'est votre ami, votre frère il aussi. sera, bien sûr, D'accord. il sera libéré un jour, D'accord. assurément, Mhm. comme tous les autres. Donc, vous demandez à ces Comme professeurs tout- de se comme- calmer, comme c'est ça? tous les autres Mhm. Qui ont prisonniers été aujourd'hui. condamnés. Il sera libéré un jour, assurément. D'accord. Donc, il n'y a pas de facilité, il n'y a rien du tout à lui Ah, accorder. vous demandez des facilités, c'est ça? Non, moi, Ce serait un autre débat. je me base bien entendu sur l'écrit de Mais ces 140 enseignants. Donc, Oui. dites-leur que, à coup sûr, Mhm. notre frère, notre ami, le professeur Aïva, et tous les autres, ils seront libérés un jour. D'accord. Merci beaucoup à vous, Monsieur Wilfried Léandre Mungbeji. À nouveau, merci pour ce service après-vente de l'actualité. Vous avez un mot de fin? Vous remercier. D'accord. Vous remercier pour l'exercice. D'accord. Et ce sera un plaisir de revenir dès que possible. D'accord. Donc, chères auditrices et auditeurs, vous venez donc de suivre l'échange hebdomadaire du secrétaire général adjoint du gouvernement et porte-parole du gouvernement avec la presse nationale, une émission que nous avons réalisée donc dans les locaux de Radio Cotonou, la 94.3. Modeste Dompengon, nous allons donc finir. Merci, c'était un grand plaisir d'être à votre compagnie. D'accord. Merci beaucoup, Modeste Dompengon de la Radio Nationale qui est avec moi sur ce plateau pour conduire cette émission. Honoré Benjamin Naoum, je vous souhaite donc une très bonne suite de programmes sur nos antennes.